Merci beaucoup, Caroline, pour la présentation, l'introduction. Bonjour à tous. Donc là, je vais partager mon écran. Donc, moi, c'est Geneviève, comme on l'a mentionné tantôt. Donc, oui, j'ai étudié quand même plusieurs années. Mais aujourd'hui, là, je vais juste vous montrer un petit aperçu de mes connaissances, si on veut, là, en termes de bâtiment, parce que je pense que vous pourriez quand même gagner à connaître un peu qu'est-ce qui existe dans le domaine pour être mieux outillé pour gérer vos propres bâtiments. Donc, pour commencer, juste pour vous mettre à jour là, le plan de la présentation, donc on va vraiment regarder avec une petite mise en contexte. On va regarder qu'est-ce qui est disponible comme outil en termes de plan de gestion des actifs bâtiments. Par la suite, j'aimerais ça vous présenter quand même tout ce qui touche un peu le cadre réglementaire derrière. Puis après ça, la partie la plus intéressante selon moi, c'est d'aller voir un peu qu'est-ce qui existe en termes d'outils de diagnostic. Puis à la toute fin, j'aimerais ça quand même vous introduire à un système de toiture qui, je pense, est vraiment une avenue très intéressante pour vous. Donc, c'est la toiture sous vacuum. Donc, à la toute fin, on devrait avoir une petite période de questions. Donc, en cours de route, gênez-vous pas pour les noter, puis après ça, je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions. Donc, en termes de mise en contexte, j'essaie de me mettre dans votre peau à vous, puis on se rend compte quand même que les infrastructures de votre parc immobilier à gérer est quand même assez vieillissant. Il y a beaucoup de pression au niveau des budgets en termes d'immobilisation, puis des fois, on ne sait pas comment prioriser, si on veut, les investissements. En plus de ça, ben, on le sait, on est dans un contexte quand même où on parle beaucoup d'économie d'énergie, de durabilité au niveau des bâtiments. Donc, les exigences environnementales deviennent un petit peu plus contraignantes aussi. Puis des fois, c'est lié aussi avec des investissements additionnels. Bien évidemment, il va y avoir des risques qui sont liés à la sécurité du public. Donc, vous, comme propriétaire ou gestionnaire, si on veut, de parc immobilier d'importance comme ça, c'est un point qui est non négligeable. Puis bien évidemment, ben, l'importance de planifier, on va se le dire, l'entretien préventif, c'est peut-être pas sexy dans le domaine, mais ça va être vraiment votre clé pour être en mesure de mieux planifier au lieu d'être toujours en mode réactif. Donc, on ne peut pas s'attendre, vous, comme gestionnaire, de gérer efficacement un parc immobilier dont on ne connaît pas l'information. Donc, c'est vraiment là, aujourd'hui, le but de la présentation, c'est de vous montrer certains outils pour être capable d'aller chercher de l'information d'actualité, parce que selon moi, c'est la clé du succès. J'imagine que vous êtes familier avec le site Internet du CERIU. Donc, pour la majorité d'entre vous, je pense qu'on a beaucoup discuté de plans de gestion des actifs en eau, donc au niveau des conduites. Donc là, le bâtiment, ça s'en vient. Donc, si vous allez sur le site Internet, il y a un petit onglet où ce qu'on peut cliquer sur le plan de gestion des actifs. Puis à l'intérieur de ça, il va y avoir un outil d'évaluation des bâtiments municipaux. Donc ça, c'est un lien que je vous encourage vivement à aller consulter parce qu'à l'intérieur, il y a une petite capsule vidéo qui va vous donner une certaine introduction pour être capable de gérer vos données en tant que telles. Mais plus particulièrement, il y a un fichier Excel qui va vous permettre là, vraiment de tracer là, le portrait global au niveau de votre parc immobilier. Donc, l'objectif derrière ça, ben, c'est vraiment d'obtenir une vue d'ensemble de vos infrastructures de bâtiments. Donc, puis c'est également de colliger toute l'information de manière structurée et de pouvoir interagir avec ces données-là d'une municipalité à une autre, mais également de standardiser auprès de votre gestion d'équipe. Donc, c'est vraiment un recensement de tout ce qu'on parle de conditions physiques, fonctionnelles, mais également, on va être en mesure de chiffrer la valeur de remplacement au niveau de votre actif. Puis le tout, bien évidemment, c'est d'être capable d'analyser les données. Donc, en ayant tous un format standard, ça va être beaucoup plus facile pour vous à gérer. Donc, au niveau de vos municipalités, en termes de gestion des actifs, vous devez en être conscient que les bâtiments, ça a quand même une très grande valeur monétaire, mais également pour la communauté, les citoyens qui utilisent ces ressources-là. Vous, dans vos
vos municipalités, vous allez tenter de gérer vos priorités également selon votre alignement. Donc, chaque municipalité a leurs propres priorités, puis c'est tout à fait normal. Des grandes villes comme Montréal vont peut-être pas agir pareil comme Delsun, par exemple. Mais également, on va vouloir essayer de favoriser l'engagement de tout ce qui est ressources, donc autant votre personnel à l'interne que les citoyens également pour redorer l'image de la ville. Donc, cet outil-là, ben, c'est vraiment un outil de mesure, de contrôle et de suivi. Puis c'est quelque chose qui, selon moi, devrait être mis à jour. Donc, c'est un document qui devrait être vivant au fil des années. Donc, il devrait être mis à jour périodiquement. Pour ce qui est du plan de gestion des actifs qui a été développé par le Sérieux, on tente d'avoir une mise à jour à tous les 4 ans. Par contre, je pense que, étant donné qu'il va probablement y avoir des modifications, des travaux qui vont être mis de l'avant, donc c'est certain que, selon moi, au minimum, ce serait une bonne pratique d'en faire une mise à jour annuelle. Également, si vous êtes confronté avec certains roulements de personnel, ben, cet outil-là, s'il est standardisé, donc il va être beaucoup plus facile à transférer d'un gestionnaire à un autre également. Donc, qu'est-ce que ça comprend justement ce plan de gestion des actifs? Bien, la première des choses, c'est vraiment de dresser tout l'inventaire de vos bâtiments. Donc, votre hôtel de ville, par exemple, si vous avez un complexe sportif, mais également, ça peut renfermer là, les petits bâtiments au niveau des chalets de parcs urbains, par exemple. Également, ça va être en mesure de chiffrer la valeur de remplacement des bâtiments. Puis le point le plus important que je veux présenter avec vous aujourd'hui, ça va être vraiment au niveau de l'état physique. Donc, obtenir l'information, être confiant aussi avec l'état que vous avez au niveau de vos données, de vos rapports d'investigation. Et en toute fin, ça va être les travaux de renouvellement. Donc, quand on parle de remplacement d'une toiture, par exemple. Donc, visuellement, l'outil est quand même très bien coloré, je dirais, pour peut-être être en mesure de centrer les efforts, les informations avec des repères visuels. Donc, on va avoir l'inventaire qui est un peu comme en mauve. On va avoir les valeurs de remplacement, l'état physique, les travaux de renouvellement, puis le niveau de confiance également. Puis, toutes les catégories des bâtiments vont être scindées entre, par exemple, un bâtiment qui est plus de nature administrative, de un qui est plus en termes de loisirs. Donc, ça aussi, c'est qu'il va y avoir des valeurs d'attribuer à chacun de ces types de bâtiments-là en termes d'évaluation de valeur de remplacement. Au niveau de notre bâtiment, on va également le scinder en différentes catégories de notre bâtiment. Donc, on va avoir l'infrastructure, on va avoir l'aménagement intérieur, par exemple, puis on peut aussi avoir des constructions spéciales. Donc, si vous avez un centre sportif, une piscine intérieure, par exemple, ça pourrait être considéré comme une construction spéciale. Même chose si vous avez un stade avec des gradins. Donc, les coûts d'investissement, ne serait-ce que pour les écrans, ce qu'on appelle le multimédia, va avoir une valeur très variable par rapport à une bibliothèque municipale, par exemple. Également, on va scinder l'information en différentes autres disciplines, c'est-à-dire l'architecture, donc tout ce qui est vraiment là, la coquille à l'extérieur, le civil, la structure, la mécanique et l'électrique également. Donc, un des points que je veux vraiment porter à votre attention, c'est vraiment la cote d'état physique. Donc, ça va être vous qui allez donner une cote de A à E en termes de ce que vous considérez être l'état de votre bâtiment. Est-ce qu'il est en bon état ou il est complètement désuet? Mais également, il va falloir ajouter avec ça un niveau de confiance. C'est-à-dire que même si vous partez complètement là, dans le néant, vous n'avez aucune idée, vous pouvez supposer que votre toiture est en bon état parce qu'elle a été remplacée il y a 5 ans, par exemple, mais au niveau du niveau de confiance, si vous n'avez pas fait d'inspection dans la dernière année, peut-être que ça, vous allez diminuer sa cote d'état. Donc, tout ça, ça va être pris en considération au niveau de votre gestion, puis au niveau de la valeur associée à chacun des bâtiments. Donc, pour votre part, il y a certaines questions qu'il va falloir que vous posiez à l'interne parce qu'encore une fois, il y a différentes municipalités, donc vous avez différents objectifs. Mais une question qui, selon moi, est quand même très importante, c'est est-ce que les bâtiments répondent à la vision du développement de la ville? Donc,
ça, c'est certain parce il faut être en mesure de préparer aussi pour l'agrandissement de la ville ou peut-être un rapetissement, ce qui est quand même plutôt rare. Pour ce qui est des installations, ne serait-ce que sportives, culturelles, communautaires, est-ce qu'elles répondent aussi aux besoins actuels et futurs? Est-ce que l'usage de certains bâtiments existants devrait être converti? Parce que des fois, si on se rend compte qu'il y a des bâtiments qui sont moins occupés, ben, peut-être qu'on va vouloir miser ou investir sur quelque chose qui va vraiment servir à notre population. Puis bien évidemment, ben, il y a le vieillissement de la population, la croissance de la population. Il y a certains défis particuliers qui peuvent être associés, donc ne serait-ce qu'au niveau des accès. Tout ce type de questions-là, moi, je vous le laisse vraiment plus comme aide-mémoire, mais je pense que c'est quand même une bonne piste de réflexion également pour vous. Donc, on va rentrer un peu dans le cadre réglementaire. Puis ça, pour moi, c'est vraiment juste pour vous mettre en considération de d'où ce que c'est parti, ce plan de gestion des actifs. Donc, malheureusement, c'est plate, mais souvent, ça arrive avec une fin tragique. Donc, en 2009, il y a eu une dame qui est décédée à Montréal parce qu'il y a un bloc de béton qui s'est détaché de la façade puis qui est tombé de 18 étages. Donc, ça, c'est une situation qui est malheureuse, alarmante, mais qui a fait en sorte qu'il y a une loi qui a été développée pour obliger, forcer les propriétaires de bâtiments de 5 étages et plus de faire des inspections régulières au niveau de leur façade pour tout ce qui est morceaux lâches en tant que tel. Malheureusement, il y a quelques mois seulement, à Westmount, il y a eu justement un pan de mur de maçonnerie de briques qui s'est effondré sur une voiture. Il y avait une personne dans ce véhicule-là qui, heureusement, n'a pas été blessée, mais c'est quand même assez frappant comme situation. Puis, je voulais vous le présenter tout simplement parce que ce bâtiment-là faisait 2 étages de haut seulement. Donc, en ce moment, au Québec, il y a une réglementation qui existe pour les bâtiments de 5 étages et plus, mais il y a également des dommages qui peuvent être très dommageables, autant pour la sécurité du public avec des bâtiments de moins de 5 étages. Donc, la loi a dit quoi? Ah ben, tout simplement que pour s'assurer d'un entretien préventif assidu, on oblige les propriétaires de bâtiments de faire une inspection de tout ce qui est caractère sécuritaire des façades. Donc, souvent, c'est les parties les plus hautes qui sont les plus loin des yeux, donc plus difficiles à observer, d'être inspectées. Donc, ça, c'est pas juste du visuel, ça va être par martelage également. Donc, on doit être en mesure d'avoir accès physiquement à à nos façades de bâtiments. Donc ça, on prend en considération quand même qu'un bâtiment neuf va avoir certaines années de grâce. Donc, la loi a dit que les premiers 10 ans, c'est correct, on a une petite période de lousse, comme on dit, mais par la suite, c'est à tous les 5 ans, il doit y avoir une inspection du caractère sécuritaire de nos façades. Et cette inspection-là doit être faite soit par un architecte, membre de l'ordre, ou un ingénieur. Donc, ça, c'est vraiment à votre discrétion. Au niveau des responsabilités du propriétaire, ça, je vous l'indique parce que je pense que c'est important que même si vous n'avez pas des bâtiments de 5 étages et plus, vous, comme propriétaire de bâtiment, vous êtes vraiment responsable d'entretenir vos façades de façon à assurer la sécurité du public et des occupants. Mais ça aussi, c'est de faire attention à empêcher le développement de conditions dangereuses. Donc là, c'est certain, on parle des façades, mais conditions dangereuses, ça peut également être en lien avec de l'infiltration d'eau, développement de moisissures, donc qualité de l'air aussi. Donc, on le sait, on en a entendu parler beaucoup au niveau des commissions scolaires, donc les écoles qui sont bourrées de moisissures. Malheureusement, ça peut être le cas dans certains de vos bâtiments. Je ne vous le souhaite pas, mais ça demeure que c'est la responsabilité du propriétaire d'en prendre soin. Donc, le tout peut être vraiment réglementé avec des procédures standards. Donc, dans ce cas-ci, on se réfère beaucoup aux normes ASTM, même si c'est nos voisins américains, mais elles ont lieu également ici au Canada. Puis, dans cette réglementation-là, pour l'inspection des façades, ben, ça dit que tout au long de l'existence du bâtiment, le propriétaire devrait consigner un registre à conserver sur site au niveau du bâtiment. Donc ça, ce que ça contient, le registre, normalement, ça devrait contenir les plans et devis d'origine, s'ils sont disponibles, bien évidemment, mais également tout ce qui est rapport d'inspection, de modification, d'amélioration. Donc, si, par exemple, après 15 ans, vous faites une réfection de votre toiture, bien, toute la documentation liée à ça devrait faire partie prenante de votre registre. Bien évidemment, on est dans un ère numérique.
Donc, c'est quelque chose que moi, je vous recommande quand même là, de sauvegarder numériquement. Mais c'est sûr que ça peut être pratique d'obtenir les copies papier sur site, en autant que vous en ayez des copies ailleurs. Ça, c'est ma recommandation personnelle. Au niveau des garanties, je pense que c'est important quand même de le mentionner parce que oui, vous avez des infrastructures vieillissantes, mais je suis persuadée que vous avez également des projets de construction neuve. Donc, un des points importants, c'est que pour faire valoir votre garantie, de un, vous devez être au courant qu'il y a une problématique. Par la suite, c'est important que pour vous de documenter la problématique, mais également si c'est toujours dans le cadre de la garantie, donc des fois on parle d'une garantie 5 ans, des fois 10 ans, ça va être de le dénoncer rapidement pour transmettre l'information puis obtenir auprès de votre entrepreneur général ou de vos professionnels impliqués au dossier le temps de venir constater l'état puis d'être capable de réagir avec probablement une solution. Puis par la suite, un des petits points que j'aime mentionner, c'est que souvent, quand vous lisez les petits caractères en termes des garanties, c'est mentionné comme quoi qu'il y a des entretiens réguliers qui doivent être faits. Dans le cas d'une toiture, par exemple, c'est généralement recommandé de faire un minimum de 2 inspections annuelles, c'est-à-dire une fois au printemps, une fois à l'automne, pour s'assurer que les drains soient bien dégagés, qu'il n'y ait pas de joints de scellant qui soient ouverts. Donc, si vous faites l'entretien régulier, bravo, je vous félicite. Mais le petit point supplémentaire, là, si on veut, ce serait vraiment de prouver que l'entretien est fait. Donc, si vous avez des registres, des fiches qui disent à quelle date ça a été fait, ça va vraiment vous aider dans vos dossiers pour faire valoir votre garantie légale. Donc, je vais poursuivre avec la partie qui, selon moi, est la plus intéressante parce que c'est vraiment le côté diagnostic de la chose. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec les relevés thermographiques, mais au niveau des toitures, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on prend en considération pour une toiture conventionnelle, donc vraiment, là, la membrane, elle se trouve à l'extérieur, l'isolant à l'intérieur. Si on a une section d'isolant qui est humide, durant la journée, tous les matériaux vont emmagasiner la chaleur grâce au soleil. Par contre, le soir, les matériaux qui sont secs vont se dégager rapidement de cette chaleur-là, tandis que les matériaux qui sont humides, à cause que l'eau a une meilleure capacité thermique, donc capacité d'emmagasiner la chaleur, ils vont permettre un certain rayonnement. C'est grâce à une caméra infrarouge qu'on va être capable de visionner ces zones-là. Donc, encore une fois, il y a des standards ASTM qui existent pour dire dans quel cadre ou selon quelles conditions ce type d'inspection-là doit être fait. Donc, ici, à l'écran, vous voyez une image d'une toiture multicouche asphalte et gravier avec un isolant qu'on dit non absorbant, du polystyrène sûrement. Puis, c'est vraiment juste au niveau des joints entre les panneaux qu'on voit là, le rayonnement thermique à cause de l'accumulation d'eau dans notre système de toiture. Également, un point que je voulais vous mentionner, c'est que quand vous avez un bâtiment neuf, la thermographie infrarouge peut être très utile également en termes de contrôle de la qualité. Donc, une fois la toiture complétée, on fait un visionnement. La seule chose, c'est que la norme ASTM, elle exige d'attendre un minimum de 8 mois après la mise en service. Ce 8 mois-là va être quand même critique. C'est vraiment pour s'assurer que toutes les surfaces du toit aient obtenu assez de pluie pour que s'il y a une brèche au niveau de notre système, un joint de membrane qui est mal soudé, l'eau va pouvoir s'infiltrer puis être capable de la voir visuellement grâce à une caméra infrarouge. Donc, moi qui est très technique, j'aime ça voir de quoi ça a l'air. Donc, voici un système de toiture. Puis, avec l'image infrarouge, on est vraiment capable de délimiter la zone. Donc, ça, ce que ça veut dire pour vous, c'est que si vous avez une toiture, vous faites des inspections régulières par thermographie, vous êtes en mesure d'identifier rapidement s'il y a des zones de contamination. Donc, ça, ce que ça représente, c'est que peut-être, au lieu de remplacer toute la toiture au complet, vous allez peut-être remplacer le tiers d'un bassin. Donc, ça, c'est vraiment d'un point de vue monétaire, mais également d'un point de vue désagrément, parce que faire des travaux de cette envergure-là, ça peut impacter quand même l'utilisation au niveau de vos bâtiments.
Donc, j'aimerais faire aller vos neurones un peu, puis avoir une certaine réflexion sur c'est quoi le coût réel d'un toit saturé d'eau. Mais la première des choses, c'est la consommation énergétique excessive. Parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, de l'eau, les matériaux qui sont humides, ils vont agir un peu comme un pont thermique, c'est-à-dire qu'il va y avoir le dégagement de la chaleur directement vers l'extérieur, donc ça va vous coûter plus cher de chauffer votre bâtiment. Également, si on a une infiltration dans notre système, bien, il peut y avoir des dommages, autant à l'intérieur s'il y a des fuites, mais sinon juste au niveau des éléments de structure. Puis les éléments structure, c'est certain que s'ils sont endommagés, ça coûte quand même assez cher venir les remplacer parce que souvent ils ne sont pas visibles directement. Donc, il faut qu'on vienne les dégarnir pour être en mesure d'effectuer les travaux correctifs. Bien évidemment, ben, une toiture qui est saturée, ça va vouloir dire que la toiture, elle ne pourra pas durer 25 ans comme vous l'aviez peut-être estimé à l'origine. Puis le dernier point, c'est vraiment le côté sécurité. Donc, des fois, on ne se pose pas vraiment la question, mais 4 pouces d'isolant humide, ça représente à peu près 40 pouces de neige. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une toiture avec un pontage de béton, avec un bon pare-vapeur qui est étanche à l'air et à l'eau, bien, ça se peut que vous ne voyez pas les infiltrations à l'intérieur, mais elles pourraient rester tout simplement stagnantes au niveau de votre système de toiture. Donc, si on a ce poids d'eau-là supplémentaire, puis qu'on vient rajouter la neige par-dessus, parce que les calculs sont faits en conséquence, donc ça se peut également qu'on puisse voir jusqu'à un effondrement au niveau de notre toiture. Donc, ça, c'est bien évidemment une situation qui n'est pas souhaitable. Puis de plus en plus, au cours des dernières années, c'est arrivé aussi qu'il y a beaucoup de propriétaires qui n'ont pas confiance en l'état de leur structure, puis qui vont faire déneiger leur toiture également l'hiver à cause des quantités qui sont de plus en plus alarmantes. En plus de ça, ben, je voulais tout simplement vous montrer un graphique de NRCA. Ça date quand même de quelques années, mais je pense que l'image est quand même frappante. Ici, c'est un 100% des toitures et la durée de vie avant qu'elles soient remplacées. Donc, comme vous voyez, on vient tracer la ligne là, après le 9 ans. C'est qu'on se rend compte que 50% des toitures qui ont été remplacées, donc soit construites neuves ou dans le cadre d'une réfection, ont dû être remplacés avant le 10 ans. Donc, je vous parlais tantôt des garanties, puis de plus en plus, on voit des garanties prolongées 10, 15, voire 20, 25 ans. Mais pour être capable de faire valoir cette garantie-là, il faut des preuves qu'on fasse notre entretien. Puis, il faut de l'information aussi à savoir que, oui, on a une contamination au niveau de notre système. Donc, tout simplement pour dire que c'est malheureux, ça coûte cher une toiture, puis malheureusement, ça ne perdure pas 25 ans comme on le souhaiterait dans tous les cas. Si on continue au niveau de l'enveloppe du bâtiment, donc au niveau de nos façades, ici, je vous ai mis une petite animation là, pour vous montrer un peu quand on fait la thermographie infrarouge, il y a deux façons de la faire. Soit qu'on travaille du côté intérieur, soit qu'on travaille du côté extérieur. Donc ici, je vous ai montré la direction des ponts thermiques, donc quand il fait chaud à l'intérieur, il fait froid l'hiver. J'ai gardé volontairement un espace de mur sans isolant pour vous montrer le phénomène de convection d'air qui peut se produire. Aussi, c'est que quand on fait ce type d'investigation-là, souvent, ça va être très pertinent de venir dépressuriser notre bâtiment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dépressuriser? C'est qu'on va venir aspirer l'air froid intérieur pour créer un refroidissement des surfaces. Puis ça va nous permettre d'identifier s'il y a des discontinuités dans l'étanchéité à l'air. Donc, évidemment, si l'air passe, généralement, l'eau passe aussi. Donc, ça, c'est dans le type d'investigation diagnostique qui peuvent être faites. Quand on travaille du côté extérieur, là, je vous ai montré le rayonnement qu'on va être en mesure de voir. Encore une fois, j'ai mes ponts thermiques. Donc, les ponts thermiques, là, c'est vraiment au niveau des éléments de structure, les montants, par exemple. Mais un des points importants que je voulais vous présenter, c'est la réflexion. Parce qu'à l'infrarouge, nous, on travaille avec une caméra à ondes longues. Donc, le verre, en tant que tel, devient opaque en infrarouge. Donc, on ne pourra pas voir à travers les gens, ce qui est quand même une bonne nouvelle si on a un caractère confidentiel. Mais également, c'est que quand vous regardez un rapport de thermographie, c'est que ça vous permet d'en faire une interprétation. Donc, souvent, les étages supérieurs vont réfléchir tout simplement la température du ciel. Puis dans une soirée
très dégagé, ben, le ciel, normalement, il est généralement à moins 45 degrés Celsius, donc ils vont apparaître très froids. Tandis que les étages inférieurs, ils vont être un petit peu plus chauds parce qu'ils vont réfléchir soit les bâtiments environnement ou l'asphalte, par exemple, qui va être un petit peu plus chaud. Encore une fois, on sert de la pression d'air pour être en mesure d'identifier les fuites d'air. Donc, pour être en mesure de faire ça, c'est soit qu'on le fait avec vos systèmes mécaniques en place, s'ils sont assez performants, soit qu'on arrive avec des ventilateurs portatifs pour forcer l'air chaud et humide à sortir. Donc, c'est un peu comme si on voulait souffler la balloune, puis on essaie de regarder les petits points de fuite, tout simplement. Donc, la thermographie d'enveloppe, pour quelles raisons on pourrait vouloir la faire? Euh, En premier lieu, selon moi, c'est vraiment en termes de contrôle de la qualité. Donc, vous avez un bâtiment neuf, particulièrement dans le cadre d'agrandissement. Donc, si vous avez un bâtiment existant puis vous faites une extension, c'est souvent la jonction entre les deux bâtiments qui va être la plus critique. Donc, ça, c'est un bon outil là, pour être en mesure d'en évaluer la qualité d'exécution au niveau des jonctions. Également, si vous avez des problématiques d'affaissement d'isolant, donc ça va être vraiment plus quand on a des bâtiments plus vieux qui étaient isolés avec de l'isolant en vrac, par exemple. Ou si tout simplement vous avez des problématiques d'infiltration d'eau ou vous n'avez aucune information de par où ça passe, bien souvent, la thermographie va être en mesure de concentrer les efforts aux bons endroits. Donc, on va être capable de l'identifier. Aussi, si vous avez des gens qui se plaignent d'inconfort, donc de mouvement d'air, ça peut être un très bon outil. Ou tout simplement, dans un cadre d'amélioration de la performance énergétique, ça peut être une bonne approche pour être en mesure de voir la performance globale de votre bâtiment. Donc, encore une fois, moi, j'aime ça, je suis visuelle dans la vie, donc j'aime ça voir de quoi ça a l'air. Donc, ici, à gauche, vous avez vraiment là, un mur qui a été pris du côté intérieur, puis on voit vraiment l'affaissement de l'isolant en vrac au fil du temps. Donc, ça, c'est quand même des travaux correctifs qui sont assez simplistes là, pour rajouter l'isolant manquant. À droite, quand même, je voulais vous le montrer parce que ce qu'on voit en ce moment, c'est vraiment des mouvements de convection d'air. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ça prend seulement 10 millimètres d'épais pour créer un mouvement de convection d'air. Donc, dans un cas comme ça, c'était un bâtiment neuf. C'est vraiment l'isolant de fibre de verre qui était trop comprimé entre les montants qui a engendré cette perte thermique-là. La thermographie peut être très utile également pour localiser des matériaux poreux de bâtiments qui seraient humides. Donc, à gauche, vous voyez un pan de mur de maçonnerie qu'il y a eu de l'infiltration d'eau, puis c'est vraiment toute la maçonnerie qui est humide en partie supérieure du mur. Puis ça, pour ceux qui sont curieux, en fait, le côté ingénierie derrière, c'est tout simplement qu'on est en train de visionner la maçonnerie parce que l'hiver, l'eau contenue dans la maçonnerie, elle se trouve vraiment sous forme liquide parce que durant la journée, le soleil vient réchauffer la maçonnerie, puis encore une fois, va réchauffer l'eau aussi, l'humidité dedans. Puis c'est vraiment quand on est en changement de phase, donc on passe de l'eau liquide à solide, qu'il va y avoir un dégagement de chaleur. Donc c'est pour ça qu'on est en mesure de voir les briques de façon individuelle qui sont humides. À droite, ben encore une fois, là, l'image que vous voyez, là, c'est vraiment comme un petit plafonnier, un luminaire. Puis on a vraiment là, une petite zone d'infiltration d'eau là, qui est venue affecter. Donc, c'est vraiment une intervention mineure dans ce cas-ci. Au niveau d'un bâtiment public, celui-là, je voulais vous le présenter parce que le propriétaire du bâtiment avait fait un remplacement de la fenestration sur un étage seulement. Puis avant de continuer ses investissements sur tous les autres étages, il voulait savoir c'était quoi la performance de son enveloppe. Donc malheureusement, comme vous le voyez là, on se rend compte que l'étanchéité à l'air était défaillante dans son ensemble. Donc on voit vraiment là, tous les mouvements de convection d'air. Mais également, je voulais vous présenter qu'en termes de contrôle de la qualité, toute la fenestration du premier étage avait été remplacée. Puis ça, c'est une image justement d'une baie qui a été remplacée. Donc, avec les petits flares là, que vous voyez là, en pâle, là, en jaune pâle, en tant que tel, ça, c'est de la fuite d'air direct. Donc là, on se posait la question, mais comment ça se fait si la fenestration est neuve?
Donc, en faisant notre investigation, on s'est rendu compte que le vitrier qui est allé faire les travaux avait oublié de compléter le scellant du côté extérieur. Donc, c'est ce qui faisait en sorte qu'on n'avait plus d'étanchéité. Donc, quand je vous parlais du contrôle de la qualité, ça en est un exemple. Donc, le propriétaire a pu appeler son entrepreneur, s'assurer de faire les travaux correctifs. Parce que je vous le rassure, c'était une situation qu'on avait vue juste sur une baie seulement de tout le bâtiment. En plus de ça, que ce soit en termes de contrôle de la qualité ou sur des bâtiments existants, la thermographie infrarouge peut nous aider à identifier des unités scellées, décellées. Donc ça, c'est quand vous avez ce qu'on appelle un thermos. Donc vous avez deux panneaux de verre avec un gaz entre les deux, que ce soit de l'air ou de l'argon, par exemple. Donc avec le temps ou avec les pressions que subit le bâtiment, il pourrait y avoir un rapprochement entre les deux verres. C'est le rayonnement entre les deux qui fait en sorte que ça devient décellé. Donc ça, avec la thermographie, soit qu'on l'identifie dès la construction, donc en termes de contrôle de la qualité, ça peut être un défaut tout simplement, ou dans un bâtiment existant, puis on est capable de repérer avant qu'on voit les cernes de condensation là, dans vos thermos en tant que tel. Donc là, je voulais poursuivre avec vous avec les infiltrations d'eau, parce qu'on le sait, c'est malheureux. Quand on arrive puis qu'on est gestionnaire d'un bâtiment puis qu'on a de l'infiltration d'eau, on est vraiment en mode réactif. Il faut vraiment qu'on gère la situation si on ne veut pas avoir plus de dommages. Donc, je voulais vous présenter les trois conditions pour avoir de l'infiltration d'eau. Parce qu'en connaissant ces conditions-là, ça va nous aider à réagir sur quoi on doit travailler. Donc, bien évidemment, ça prend une source d'eau, ça prend une ouverture dans notre bâtiment et ça prend une force pour faire que l'eau de l'extérieur, la pluie, rentre à l'intérieur de notre bâtiment. Donc, comme vous le savez, la force en tant que telle, que ce soit la pluie poussée par le vent, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour ça. La présence de pluie, malheureusement, on ne peut pas mettre juste une cloche en verre ou un parapluie par-dessus notre bâtiment. Donc, l'aspect sur lequel on va travailler, ça va être vraiment au niveau des fissures des ouvertures. Nous, quand on fait de l'investigation en termes d'infiltration d'eau ou de présence d'eau en général, on va être en mesure de qualifier le type d'infiltration d'eau. C'est-à-dire qu'on va poser beaucoup de questions à savoir c'est où que ça passe, quand est-ce que ça arrive, comment. Puis quand je dis comment, c'est juste de savoir est-ce que c'est un goutte à goutte ou c'est carrément là, les chutes Niagara à l'intérieur du bâtiment. Ça va nous donner les informations qu'on va aller creuser au niveau d'Environnement Canada ou Météo Média, par exemple, pour aller trouver ou dresser c'était quoi les conditions dans lesquelles on a eu l'infiltration d'eau. Est-ce qu'il y avait beaucoup de pluie? Est-ce que c'était des vents forts? Est-ce que l'orientation était pertinente par rapport à la localisation qui ont été documentées? Puis tout ça va nous donner les informations pour se poser la question de pourquoi qu'on a de l'infiltration d'eau. Parce que dans certains cas, ça va être aussi en période de redoux. Donc, on l'a vu beaucoup dans les dernières années. L'hiver, c'est pas tout le temps du -20 continu. Là. On va avoir des +4, +5 avec de la pluie, puis tout de suite après, la nuit, ça va geler. Donc, évidemment, on peut avoir des problématiques de condensation. Donc, si c'est le cas, ça va être plus les simulations informatiques qui vont nous aider à valider si la conception d'origine était bonne. Également, dans un cas de pluie poussée par le vent, ce qu'on va vouloir faire, c'est des ouvertures exploratoires aux différents endroits où on a vu les infiltrations d'eau. Puis par la suite, on va faire un essai d'arrosage normalisé. Ça, la différence entre arroser au boyau tout simplement et ce test-là, c'est qu'on va vraiment appliquer une certaine pression d'eau à la surface. On a un certain temps d'arrosage sur un élément qu'on doit respecter. Puis en plus de ça, on vient dépressuriser à l'intérieur le bâtiment. Donc ça va vraiment venir simuler l'effet du vent, donc la pluie poussée par le vent. Puis par la suite, ça va devenir une évidence même. On va être capable de voir par où ça passe. Donc, une fois qu'on sait par où ça passe, on est capable d'identifier les méthodes correctives. Donc, l'écoulement d'eau, c'est certain, il faut être en mesure d'obtenir les connaissances pour savoir, de comprendre comment l'eau s'écoule. Donc, dans des cas comme ça, le solin métallique, il n'y avait pas de casse-goutte qui s'était fait à la base du mur. Donc, toute l'étanchéité de notre bâtiment tenait avec un joint de scellant. Donc, c'est évident que dès que notre joint de scellant est fissuré, l'eau va finir par rentrer à l'intérieur. La petite photo juste en dessous à gauche, c'est une baguette de bois. Donc, la baguette de bois, elle sert à être insérée pour créer le casse-goutte. Donc, si en cours de construction, l'entrepreneur ne l'enlève pas, on n'a pas notre effet casse-goutte. Au centre, c'est un mur rideau.
Donc, on a enlevé la plaque à pression, puis avec une broche de métal, on est venu l'insérer pour identifier le cheminement de l'eau de pluie. Donc, des fois, ça, c'est de l'information qui est très importante là, pour comprendre où se fait un genre de build-up, une colonne de béton au niveau de notre système de mur rideau. Puis à droite, ben, une image vaut mille mots. Un petit bout de papier, des flèches, puis on comprend tout de suite que malheureusement, les membranes ont mal été adhérées. Ici, je voulais vous montrer quelques exemples au niveau de bâtiments. Donc, ça ici, c'est des investigations que j'ai faites dans des bâtiments assez récents. Donc, on parle de 1 an et demi seulement d'âge. Donc, la première, on a notre solin qui vient amener l'eau vers l'intérieur du bâtiment. Donc, bien évidemment, ça, c'est non conforme. S'il y avait eu du contrôle de la qualité, ça aurait pu être adressé là, avant la livraison. Au centre, on se retrouve avec un supposément joint de contrôle. Donc, c'est un joint de scellant qui a été appliqué à la surface de la maçonnerie, tout simplement. Il n'y a pas de boudin d'étaphome, il n'y a rien pour retenir au niveau du mouvement. Donc, c'est vraiment une erreur toute simple et bête. Juste en dessous, on a nos cernes d'écoulement d'eau. Donc, on voit que ça a endommagé notre panneau de revêtement intermédiaire. Puis à droite, ben, il y a comme eu un affaissement au niveau de notre panneau de revêtement intermédiaire qui a fait en sorte qu'il a bloqué complètement la cavité de drainage au niveau de notre système de mur. Donc, bien évidemment, notre système est plus performant. Donc, c'est certain que l'eau va finir par rentrer à l'intérieur, malheureusement. Donc, en gros, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? C'est comment qu'on fait pour éviter qu'il y ait des problématiques, des défaillances? Bien, tout commence bien évidemment par une bonne conception. Vous faites affaire avec des professionnels, mais comme dans n'importe quoi, il y a des erreurs qui peuvent se glisser. Donc, par la suite, vous faites affaire encore une fois avec un entrepreneur général. Ça prend une bonne exécution des travaux. Donc, l'entrepreneur général a beaucoup de sous-traitants. Donc, c'est sûr que lui, il agit comme chef d'orchestre, mais chacun des sous-traitants, il peut y avoir des failles également au niveau de ça. Puis pour qu'on ait un bon bâtiment, ben ça prend l'utilisation des matériaux pour leur bonne fonction. Donc, moi, j'ai déjà vu du scellant à salle de bain utilisé au lieu de scellant structural au niveau d'un système de mur rideau. Donc, ça paraît anodin, mais c'est vraiment majeur là, comme incidence. Puis en plus de ça, ça c'est vraiment le point qui vous touche peut-être un petit peu plus. Ça prend une maintenance régulière. Donc, il faut s'assurer qu'on fasse la maintenance pour optimiser justement la durée de vie utile de nos bâtiments. Donc, quand je parle de contrôle de la qualité, ça, c'est un volet qui s'applique beaucoup plus dans des constructions neuves. Donc, par définition, c'est un système de vérification et de maintien au niveau de la qualité souhaitée d'un produit ou d'un service. Donc, ça, on fait ça comment? Avec une planification rigoureuse. On va prendre une utilisation adéquate. Donc, tantôt, je parlais des matériaux, mais il y a aussi des systèmes, des fonctions au niveau des murs. L'inspection continue. Ça, c'est quelque chose que je sais que des fois, ça peut coûter cher, mais ça a quand même une valeur ajoutée. Puis, par la suite, ben, c'est que quand on est sur place, on voit qu'il y a des défaillances, mais on est capable de réagir tout de suite avec des mesures correctives. Donc, de quoi ça peut avoir de l'air au niveau du chantier? Bien, ici, j'ai des surfaces de béton avec des nids d'abeilles. Donc, si la membrane est appliquée là-dessus, la membrane, elle doit être appliquée sur un support rigide et continu. Donc, avec des grosses crevasses comme ça, c'est certain que ça va décoller. Puis aussi, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais les membranes qu'on dit autocollantes, comme c'est le cas ici, le rouge, c'est l'après qui a été appliqué. Normalement, il y a un temps minimum de cure au niveau de l'après avant de venir coller la membrane. Puis la membrane, elle doit être marouflée. Marouflée, ça, c'est tout simplement un espèce de petit rouleau qui vient appliquer une pression constante et continue au niveau de la membrane pour éviter justement ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire les espèces de petites pailles, des pipettes. À droite, en haut, donc c'est vraiment une fois le béton qui a été décoffré, on voit les espèces de joints. Normalement, ces joints-là auraient dû être meulés pour s'assurer d'avoir une surface plate. Puis en bas, c'est une image justement de ces joints-là qui ont été recouverts d'une membrane par air liquide sans avoir fait de préparation de surface adéquate. L'eau s'est infiltrée au niveau des joints. Puis la main que vous voyez là, ben, c'est une ballonne d'eau là, qu'on retient tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment un manque de préparation de surface.
Une autre des conditions dans lesquelles vous pouvez être confronté, ben, c'est des problématiques au niveau de la compatibilité des matériaux. Malheureusement, on le sait, le chantier, ça va vite. Des fois, il y a des manques de disponibilité de matériaux, donc on va faire des changements. La petite phrase que j'aime pas beaucoup voir, mais que malheureusement, on voit beaucoup là, dans les devis, c'est équivalent approuvé. Ben, c'est pas tous les matériaux qui sont des équivalents. Dans ce cas-ci, on a une membrane de toiture EPDM avec une membrane de bitume élastomère par-dessus. Les deux ne sont pas compatibles entre les deux. Donc, s'il y a eu un changement au niveau du système de toiture, votre professionnel, l'architecte en l'occurrence, doit être informé pour être en mesure d'effectuer un détail de liaisonnement entre les deux qui soit performant. Parce que dans un cas comme celui-là, ça ne tiendra jamais malheureusement. Un autre des points cruciaux, selon moi, au niveau du chantier ou de la qualité d'un inspecteur qui fait du contrôle de la qualité, c'est vraiment d'être en mesure d'anticiper les problèmes. Donc ici, c'est une section d'un mur rideau avec le bloc d'assises. Donc nous, ce qu'on essaie de voir, c'est vraiment anticiper les problèmes. Donc quand la plaque à pression elle va être installée, si l'emplacement de ce bloc-là d'assises qui vient retenir notre unité scellée est dans le chemin des trous d'écoulement d'eau, ben, ça va créer un problème. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient demander à l'entrepreneur de percer des trous additionnels pour s'assurer d'un bon écoulement d'eau. Donc, c'était vraiment juste un petit aperçu au niveau de l'enveloppe. Là, c'est ma dernière section, c'était vraiment là, pour vous présenter le système de toiture sous vacuum. En fait, là, la toiture, là, souvent, on dit loin des yeux, loin du cœur, mais en réalité, c'est loin des dépenses imprévisibles quand on a des problématiques. On l'a mentionné tantôt, les infiltrations d'eau. Quand on est pris avec ce problème-là, on ne peut pas laisser ça pendant 2, 3 ans ça glace parce que ça continue à couler en dedans puis ça continue à créer des dommages. Donc, moi, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment de penser la toiture autrement avec le système de toiture sous vacuum. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est que tous les matériaux du système sont déposés sur notre structure, nos éléments de structure. Ils sont fixés mécaniquement au périmètre du bassin. Puis, la beauté, si on veut, de ce système-là, c'est qu'on vient installer un dispositif. Puis, le dispositif, c'est un évent qui va permettre à une évacuation d'air qui va comprimer notre système plus il y a de vent à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment un système qui est, selon moi, fantastique pour différentes raisons que je vais vous présenter. Mais pour ceux qui sont peut-être pas au courant, c'est un système qui existe quand même depuis 35 ans au Québec et beaucoup plus ailleurs dans le monde. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le cégep Huntsic, donc toute la partie arrière qui est en blanc en ce moment est toujours en vigueur, est toujours installée du système de toiture sous vacuum, donc depuis 35 ans. Puis j'ai entendu dire comme quoi qu'il y a des projets d'agrandissement au niveau du cégep Huntsic, puis ils veulent miser justement sur sur un système de toiture sous vacuum parce que justement, ça coûte moins cher parce que ça dure beaucoup plus longtemps. En plus de ça, une des beautés, si on veut, de ce système-là, c'est que, par exemple, aux États-Unis, en 2004, il y a eu l'ouragan Charlie. On a été en mesure de mesurer des vitesses de vent de 300 km/h, même jusqu'à 320 km/h. Et eux aussi, ils ont des systèmes de toiture sous vacuum, puis la toiture est restée impec en bon état. Donc ça, pour moi, ça veut dire beaucoup parce que pour ceux qui sont habitués de travailler avec un système de toiture conventionnel, donc bitume élastomère, c'est souvent ce qui est utilisé là, dans les chantiers. Quand on lit les petits caractères, on se rend compte que les garanties sont valables jusqu'à des forces de vent de 90 km/h. Donc, puis de plus en plus, dans les dernières années, on le sait, les forces de vent sont de plus en plus intenses, puis ça arrive beaucoup plus souvent qu'on dépasse le 100-120 km/h ici au Québec. Donc, encore une fois, au niveau des contextes puis des enjeux, ben, vous êtes pris avec des bâtiments qui sont vieillissants, puis vous avez des budgets restreints, donc vous voulez faire le maximum avec ce que vous avez. Il y a des exigences environnementales aussi qui sont de plus en plus demandantes. Donc, on parle de l'indice de réflexion solaire, l'IRS, pour les îlots de chaleur, réduire les îlots de chaleur. Donc, oui, la membrane de PVC peut être installée de couleur blanche, mais de d'autres couleurs aussi. Puis, dernièrement, là, ce qui retient beaucoup notre attention, c'est ce qu'on appelle le Blue Roof. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est vraiment un principe de faire de la rétention d'eau sur le toit, surtout quand on est contraint
avec un parc immobilier qu'il n'y a pas d'espace pour aller faire un bassin de rétention souterrain ou sinon on est limité. Donc, ça peut être un partenariat entre les deux. Moi, mes collègues chez Ingénieur, là, mes ingénieurs civils à l'interne, commencent à travailler de plus en plus là, avec la rétention d'eau sur le toit. Donc, ça peut être une approche également. Mais si vous êtes en zone plus éloignée, ça va peut-être moins vous toucher directement. L'entretien coûteux. Donc, je mentionnais tantôt l'entretien préventif. C'est sûr que souvent, le bas blesse, c'est qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas l'argent, les fonds, mais un système de toiture souvent Kium, ça peut être vraiment une solution pour vous, beaucoup moins coûteuse et rapide à implanter. Donc, comment ça fonctionne? Là, je vous ai fait un petit close-up, si on veut, de notre évacuateur. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est que plus il va y avoir de vent, plus il va avoir de la circulation d'air dans le système de toiture. Donc, ce qui va permettre un assèchement au niveau des matériaux. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une perforation au niveau de votre membrane d'étanchéité, le système va permettre un assèchement des matériaux. Donc, ça va gérer, si on veut, votre fuite, votre infiltration d'eau directement, ce qui est quand même bon également. Donc, pour que ça fonctionne, plus il y a de vent, plus le système est fonctionnel. Parce que quand il n'y a pas de vent, le système, les matériaux sont tout simplement lousses sur le système de toiture. Donc, il ne devrait pas y avoir de bosse, de plissement ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment quand on se met à venter, c'est notre système, il devient un peu comme sous vide en sandwich, tout simplement. Je ne sais pas si on rejoint des gens jusqu'à la Valtrie, mais il y a 3 ans, juste avant les vacances de la construction, il y avait eu une genre de mini tornade qui a été enregistrée. Puis on avait justement une école qui était en cours de réfection de la toiture. C'était l'école secondaire de la Rive. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il a tellement venté fort que la roulotte de chantier de l'entrepreneur a carrément été basculée sur le côté. Donc, bien évidemment, étant donné que c'est un projet en cours de construction, les couvreurs sont montés sur le toit, sont allés voir l'état du système. Puis ça, c'est une photo gracieuseté de Protan, là, système de toiture sous vacuum. Donc, tout était beau, tout était vraiment en compression, il n'y a rien qui a été déplacé. Fait que c'est pour dire que c'est un système qui va être hautement performant en cas de grand vent. Donc, les composantes du système, ça va être quoi? Bien, ça demande ou ça nécessite un pare-vapeur qui va être en parfaite adhérence et étanche à l'air. Donc, dans les vieux bâtiments, quand on parle d'un 2 plis à l'asphalte ou d'un pare-vapeur autocollant, ça, c'est exactement une situation qui répond à ce critère-là. La membrane, c'est une membrane de PVC qui va être soudée au niveau des joints à l'aide d'un fer à air chaud. Donc, soit c'est une machine qui est automatisée, qui va prendre en considération la température extérieure pour venir faire la soudure. Puis, dans les petits détails, on vient prendre un fer à air chaud. Donc, même chose, si vous avez des travaux correctifs, vos employés peuvent utiliser ce fer à air chaud-là. Dans les avantages, la membrane de PVC, c'est un matériel qui est 100% recyclable, c'est imputrescible, donc ça ne moisit pas, ça résiste aux fientes d'oiseaux, puis s'il y a quelqu'un qui va fumer sur le toit, qui garoche sa cigarette, ça va s'éteindre automatiquement. Donc ça, c'est vraiment les valeurs plus, comme je dis. Au niveau de la clé du succès pour ce système-là, c'est vraiment d'avoir une continuité du système entre notre membrane d'étanchéité et notre membrane par vapeur en dessous qui va être scellée au niveau du périmètre du bassin. Donc ça, quand on parle de contrôle de la qualité, tout de suite, dès la livraison, on monte sur le toit une journée de grand vent puis on va voir si ça performe bien. Donc ça, c'est quand même très bien. Au niveau des avantages techniques, comme je l'ai mentionné tantôt, résistance à l'arrachement au vent. Donc, Protan dans ce cas-ci, puis ça, c'est vraiment, moi, je ne suis pas vendu Protan. Il y a au moins 3 manufacturiers là, au Québec qui font ce type de système de toiture-là. C'est juste que moi, j'ai des contacts privilégiés qui m'ont donné la documentation. Donc, eux ont fait tester leur système de toiture, puis ça résiste à des vents au-delà de 300 km/h. L'installation va être rapide. Donc, ça veut dire quoi pour vous? Vous allez sauver de l'argent pour l'installation parce que les rouleaux de membrane sont à peu près 2 fois plus larges qu'un rouleau de membrane de bitume élastomère. Donc, il va y avoir moins de joints. Puis, comme je l'ai mentionné tantôt, sur la surface courante du bassin, on n'a pas de colle, on n'a pas de fixation mécanique. Ça va être juste au niveau du périmètre. Donc, c'est beaucoup plus rapide à installer. En plus de ça, l'installation est presque pas bruyante parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un fer à air chaud, donc c'est pas des grosses torches. En général, les couvreurs, ils sont soumis à 88 décibels là, quand ils travaillent avec les torches. C'est conçu pour permettre l'assèchement de l'isolant humide dans votre système. Donc, je le répète, c'est permis
pour assécher votre isolant humide. Ça veut dire que si vous avez une toiture existante, vous pouvez remplacer la membrane. Bien évidemment, si votre pare-vapeur il est étanche puis que votre type d'isolant il est imputrescible. Donc, avec le temps, l'isolant va finir par s'assécher. Donc, ça, c'est vraiment très bien. En plus de ça, au niveau durabilité, notre système il est prouvé pour 40 ans, puis la membrane d'étanchéité est prouvée dépasser 50 ans. Donc, les bénéfices pour vous, ce que ça veut dire, réduction des coûts au niveau des réfections du système de toiture. Si vous avez un bâtiment neuf, ça peut coûter moins cher en faire l'installation, puis ça coûte pas très cher non plus faire l'entretien. Ça peut être votre personnel à l'interne qui va être formé pour ça. Également, on va aller chercher une amélioration au niveau de la durabilité puis de la sécurité. Durabilité, on l'a vu tantôt, la membrane, elle peut durer jusqu'à 50 ans. Puis si vous décidez d'opter pour une membrane de PVC blanche, on va avoir une réduction au niveau des îlots de chaleur, puis on contribue aux objectifs de développement durable. Donc, pour moi, ça faisait le tour. Donc, le plan de gestion des actifs, on a beaucoup d'avantages. La gestion des actifs, ça va être un outil décisionnel pour vous qui, selon moi, est essentiel pour prendre les bonnes décisions. La qualité des données. Donc, ça, c'est l'information que vous avez auprès de vos bâtiments va influencer directement vos investissements. Les diagnostics, dans le cas de problématiques, c'est sûr, on ne le souhaite pas, va vous permettre vraiment d'éviter des interventions de type réactive au lieu d'investir un petit peu d'argent tout le temps pour être plus dans l'optique de préventif. Donc, selon moi, vous allez vraiment gagner à adopter une approche qui va être plus proactive, puis de structurer l'information, puis de la documenter. Donc, mieux connaître vos actifs, c'est mieux investir. Donc, j'espère que ça a quand même attiré ou aiguillé votre attention là, par rapport à la gestion des actifs bâtiments. Donc, je laisse le micro de votre côté. Donc, Monica, s'il y a des questions, je suis disponible. Est-ce qu'il y avait des questions? On peut y aller à main levée, crier, n'importe quoi. On y va. Oh, un petit oiseau. Olivier, c'est à toi. Oui, Avec un merci. micro ouvert. Merci Geneviève, c'était une bonne présentation. J'ai une petite question. On faisait le parallèle au début avec le PGAO. Oui. Euh, Est-ce que tu as eu de l'information? Je avait fait que tranquillement, il voulait aller vers, sans dire une obligation pour le PGA bâtiment, parce que moi, c'est ce que des gens m'avaient dit quand j'ai parlé aux gens du ministère pour le PGAO, que la première étape, c'était le PGAO. Après ça, ils voulaient élargir ça à un PGA bâtiment. Puis Oui. l'info que j'avais, moi, il visait 2030. Je ne sais pas si tu avais la même information de ton côté. J'avais effectivement la même information de mon côté, c'était 2030. La seule nuance peut-être que je peux faire, c'est que c'est pas une obligation, c'est une obligation si on veut obtenir des subventions. Oui, 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 excusez-moi. Donc, c'est la seule petite nuance. C'est sûr que pour moi, c'est les bonnes pratiques. Donc, c'est sûr que c'est à cibler. Mais oui, la dernière information que j'ai obtenue, c'est pour 2030 PGA bâtiment. Mais c'est pour ça, on est un petit peu d'avance, mais 2030, c'est quand même demain matin. Donc, le temps de se revirer de bord puis de colliger l'information, ben, c'est pour ça, je pense que c'était pertinent qu'on arrive aujourd'hui avec une présentation sur ce sujet-là. Merci beaucoup. C'était très pertinent. Merci. Avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Ça me semble correct. Si jamais il y a quoi que ce soit, de toute façon, il y a le petit courriel à Geneviève dans le bas de la présentation. Sinon, je vais laisser peut-être Caroline faire un petit mot de revoir.